Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Comme on peut le voir sur la slide suivante, le département formation du Moniteur, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année. 250, j'aurais dû corriger, mais c'est maintenant plus de 300 programmes et 1500 sessions de formation planifiées chaque année, et puis en présentiel ou à distance. Sur des formats divers tels les classes virtuelles, le e-learning ou encore le blended learning. Donc, vous le verrez sur la slide qui suit, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques. Je vous invite d'ailleurs à noter les nouvelles, la thématique soft skills, et puis une rubrique dédiée, la soft skill qui est une rubrique dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans le secteur du BTP. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas y échapper, et on va en parler aujourd'hui sans doute, une rubrique intelligence artificielle pour effectivement utiliser au mieux ces nouveaux outils qui s'offrent à vous dans votre secteur. Et la rubrique qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire, la rubrique immobilier. Sur la slide suivante, vous voyez à l'écran 2 exemples de formations que nous proposons sur les sujets que nous allons aborder. Mais voilà, ce n'est qu'un tout petit échantillon. Mais bon, maîtriser les techniques de prospection et de négociation foncière et puis estimer un foncier au juste prix. 2 formations qu'anime à nos côtés Grégoire Mail qui nous accompagne ce matin. Donc Grégoire qui est ingénieur de formation, doublé d'un master de management. Il a passé quelques années en tant qu'ingénieur travaux et puis il s'est orienté vers les métiers de la maîtrise d'ouvrage. D'abord pendant 12 ans en tant que responsable de programme dans le secteur du logement social dans une ESA HLM et puis directeur du développement chez 2 promoteurs nationaux pendant 5 ans. Donc je le remercie d'être à nos côtés ce matin sur ce sujet. Je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas à utiliser le petit module questions que vous avez avec un petit point d'interrogation pour les lui poser tout au long de ce webinaire. Je les lui relayerai à la fin. Et puis, je crois que lui aussi aura quelques questions à vous poser durant ce webinaire. Donc, répondez-y par ce même module questions. Et comme ça, je pourrai relayer vos opinions tout au long de l'intervention. Grégoire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Avec plaisir, Laurence. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, comment faire la différence dans mon développement immobilier? Déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour ce webinaire sur le développement immobilier, qui est une thématique qui me tient à cœur. Je tiens à remercier tout d'abord le moniteur et plus précisément Laurence pour l'organisation de ce webinaire et pour cette session pendant laquelle on va passer 45 minutes ensemble, qui va donc se répartir en 2 parties. Une première partie où on va parler des clés pour bien réussir son développement immobilier et une seconde partie sous forme de questions-réponses. Donc pour cela, je vous invite, comme le disait Laurence, à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de l'exposé ou alors à la fin. Et on prendra le temps, bien sûr, d'y répondre et d'échanger sur cette thématique. Bon, Laurence m'a déjà présenté, je vais me représenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Grégoire Maille, je suis formateur et consultant spécialisé donc, dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, le développement, le montage, le suivi de chantier. Et donc, j'ai une double formation, effectivement, école d'ingénieur et école de commerce, et une expérience hybride, on va dire, avec une première partie en entreprise générale, puis une expérience dans le logement social et enfin dans la promotion immobilière et notamment dans le développement immobilier, thématique, encore une fois, que j'aime beaucoup et qu'on va pouvoir partager ce matin. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. N'hésitez pas à répondre par oui ou non, tout simplement dans le chat. Donc, la question, c'est la suivante. Pensez-vous que l'intelligence artificielle va modifier le métier du développeur immobilier? Voilà, je vous laisse quelques instants pour réagir à cette question. Oui, non. On va fonctionner un peu sous forme de baromètre et du coup, dégager une tendance par rapport à ça, voir ce que vous en pensez, s'il y a des inquiétudes aussi peut-être par rapport à
à cette discipline hein, qui évolue rapidement. Voilà, je ne sais pas, Laurence, si on a déjà des retours sur cette question. On va laisser un petit peu de temps, en tout cas, pour y répondre. Alors écoutez, effectivement, les personnes répondent, mais a priori le oui l'emporterait fortement dans cette D'accord. période d'élection. Voilà, nous aussi on en fait, donc c'est le oui qui l'emporte. Ok, donc effectivement, bon, ben, le oui l'emporte donc sur le fait que on pense que cette intelligence artificielle va modifier les métiers, les façons de faire. Ça peut générer certaines peurs aussi. Voilà, est-ce que mon métier va être le même? Est-ce que il n'y a pas une partie des choses effectivement que je ne vais plus faire? Donc on va avancer un petit peu dans ce webinaire avec en toile de fond effectivement cette notion d'intelligence artificielle et du développement immobilier. Alors, quels sont les ingrédients pour bien développer hein? Donc, voilà, être développeur, ça veut dire, ça suppose d'avoir différentes dimensions voilà, que je vais énumérer au nombre de 3. Donc, tout d'abord, ce sont des compétences. Donc, j'y reviendrai par la suite. Quelles sont les compétences nécessaires aujourd'hui pour faire du développement immobilier? On parlera également des qualités, comprendre les qualités humaines. Voilà, qu'est-ce que je dois effectivement avoir comme qualité, comme comportement, comme posture pour être, entre guillemets, un bon développeur, en tout cas pour faire un bon développement immobilier. Donc là-dessus, c'est la thématique principale du webinaire sur laquelle effectivement on va passer un peu de temps. Et la troisième dimension, c'est l'environnement, hyper important. Dans quel environnement j'évolue? Est-ce que l'environnement est propice à ce que je fasse effectivement un bon développement? Et donc on balayera en troisième partie la partie environnement dans laquelle j'évolue en tant que développeur immobilier. Voilà, donc c'est uniquement lorsqu'on a un équilibre entre ces 3 dimensions qu'on peut espérer avoir un développement foncier efficace. Donc on va balayer ces 3 dimensions, on va essayer de les classer aussi par ordre d'importance et surtout de se poser la question, est-ce que finalement les classer par ordre d'importance telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles étaient hier et telles qu'elles seront demain, au vu effectivement de la modification de nos métiers et notamment par l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce que ces dimensions, quelque part, elles sont sur un pied d'égalité ou pas? On essaiera en tout cas de cheminer là-dessus et d'y répondre tout au long de ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de chacune de ces 3 dimensions, on va parler un petit peu du contexte de l'immobilier assez rapidement. Ce n'est pas l'objet, mais c'est quand même important de le rappeler. Bon, ça n'aura échappé à personne. On est dans un contexte immobilier qui est compliqué en ce moment au niveau national. Je pense que tout secteur confondu, que ce soit au niveau des ventes, qui sont au ralenti, que ce soit au niveau des coûts de construction qui, dans les 5 dernières années, ont pris une hausse très importante, que ce soit au niveau du millefeuille réglementaire qui est très consistant, j'ai envie de dire également, et puis politique aussi, bien évidemment, qui fait qu'aujourd'hui, on a des métiers en développement et plus largement dans l'immobilier qui sont très exigeants, très compliqués et qui demandent justement d'être vigilants à revenir sur les fondamentaux, j'ai envie de dire, et d'être vigilant à ce que ces 3 dimensions soient présentes dans nos métiers. Voilà, donc métier développeur très exigeant, contrairement à l'image des fois qu'on peut avoir du développeur voilà, qui est souvent en balade, qui va prendre des cafés, qui va au resto. Non, non, on est bien loin de tout ça, même si bien sûr ça fait partie du métier aussi, mais on est sur des métiers exigeants qui font appel à de nombreuses compétences, métiers à de nombreuses qualités et qui demandent effectivement d'être bien formés et centré, concentré sur sa tâche. Alors, les compétences, on va commencer par les compétences. Je pense que vous les connaissez, mais on va les balayer parce que c'est important de rappeler, bien sûr, l'importance de la formation, qu'elle soit initiale ou en entreprise. Et pour ça, le métier de développeur immobilier fait appel à différentes compétences. Bien sûr, des compétences
en urbanisme, ça va de soi, c'est peut-être la compétence principale, savoir analyser un PLU, savoir analyser les plans de zonage, les règlements de PLU, savoir analyser les zones à fort droit à construire, calculer des droits à construire, bien sûr, sur une parcelle. Voilà, j'ai une parcelle d'identifier quels sont les droits à construire, qu'est-ce que je peux faire dessus comme type de produit, quelle est la hauteur du bâtiment que je vais pouvoir réaliser. Donc tout ça, on est vraiment dans ces compétences en urbanisme qui sont un socle évidemment principal dans le travail du développeur immobilier, et puis savoir faire des faisabilités aussi, soit à la main, soit en tout cas par le calcul, de manière à avoir une idée la plus fiable possible de ce qu'on va pouvoir réaliser sur son terrain. Voilà, la deuxième compétence, bien sûr, c'est des compétences financières. On est dans des métiers, qu'on soit dans le logement social, chez un promoteur privé ou autre, ou chez un broker. On a la nécessité, effectivement, d'avoir des notions financières sur la fiscalité, sur les différentes lois de défiscalisation, si tant est qu'il y en ait, sur les différents produits, sur la manière de faire du multiproduit. Hein, ça, c'est une formation aussi qui est proposée aux moniteurs. Le multiproduit, c'est l'une des clés, bien sûr, aujourd'hui, pour avoir un développement efficace. Mixer les produits de manière à satisfaire la demande politique, la demande du marché aussi, tout en ayant un équilibre financier, bien sûr, qui fonctionne. Donc, dans ces notions financières, le multiproduit, le montage en multiproduit est une notion très importante. Et puis, bien sûr, savoir réaliser un bilan, un prix de revient équilibré, bien sûr, qui sont l'une des composantes principales du métier de développeur. C'est bien de trouver un terrain, encore faut-il savoir ce qu'on peut faire dessus et comment l'équilibrer financièrement. Des compétences techniques, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas effectivement de faire n'importe quoi sur son terrain. Donc, il faut un socle de base, une formation minimale, j'ai envie de dire, pour le développeur, pour avoir des techniques, des notions sur la conception du bâtiment, des VRD. Hein, les VRD, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais qui est une des clés dans un marché où effectivement les coûts de construction sont très élevés, une clé vraiment pour optimiser ses bilans et faire en sorte que je vais peut-être me différencier de la concurrence par une optimisation de cette partie-là. Faire des pré-chiffrages, hein, donc un peu à la louche, hein, on est en développement, il y a des experts là-dessus, mais on se doit malgré tout d'avoir effectivement des notions pour pré-chiffrer un peu ses VRD, son bâtiment, avoir des ordres de grandeur en tout cas, pour bien enseigner ses bilans. Et au niveau technique, de connaître aussi les prestations, les différentes technologies qui peuvent s'offrir à nous dans les techniques du bâtiment. Voilà. Et enfin, la dernière compétence, bien sûr, c'est marketing. Il est hors de question d'aller faire n'importe quoi sur son terrain, sur n'importe quel marché. Donc, connaître son marché, certes, il y a un service marketing et commercial, mais nous, développeurs, on a aussi l'obligation de bien connaître son marché, les prix, la demande, l'offre existante, de manière à avoir effectivement un produit qui soit cohérent avec le tissu économique existant. Voilà, quelle typologie je vais faire aussi sur mes opérations si on est sur du logement et quel type de produit. Je parlais tout à l'heure du multiproduit qui est vraiment l'une des clés principales pour moi pour faire du développement aujourd'hui efficace. Le multiproduit, si tant est que je connaisse l'ensemble des produits, le social, le libre, le BRS, dont on parle beaucoup en ce moment, de l'ULS par exemple, etc. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut être curieux, connaître ses produits et rentrer dans le détail de tout ça. Voilà, donc beaucoup de compétences métiers qui sont vastes et multiples. On ne peut pas être compétent partout, ça c'est clair. C'est pour ça aussi que vous pouvez être secondé en interne. On est secondé effectivement par différents services, par différents spécialistes aussi qui viennent nous aider. Et sur cette partie-là, l'intelligence artificielle va sûrement rebattre les cartes de façon très importante. N'hésitez pas à faire des partages là-dessus ou des retours d'expérience ou des questions. Mais déjà aujourd'hui, dans notre quotidien, on a une aide, j'ai envie de dire précieuse, après chacun le verra de son prisme, de l'intelligence artificielle pour faire des faisabilités. Amusez-vous par exemple à demander à ChatGPT sur un règlement de PLU
sous format PDF les droits à construire que vous pouvez faire sur un terrain de telle surface. Vous serez sûrement surpris du résultat. On peut faire de l'analyse documentaire de CCTP. Est-ce que j'ai des doublons de prestations, par exemple, des rédactions de documents. Et oui, une promesse de vente, etc. Bien sûr, on ne prend pas pour argent coûtant ce qui est délivré sur cet outil, mais on est bien souvent très surpris quand même de la pertinence et de la qualité qui est donnée. Donc, ça veut dire que ces compétences métiers, oui, il faut les avoir, évidemment, mais les cartes vont sûrement être rebattues de façon assez importante dans les mois, années à venir. On voit effectivement que ce sont des choses qui évoluent très vite et je pense qu'il faut prendre le train en marche pour ne pas être, j'ai envie de dire, obsolète par rapport à son métier dans 2, 5, 10 ans. Donc voilà, prenons le train en marche là-dessus, c'est important. On va maintenant parler des qualités. Voilà, c'est vraiment pour moi la dimension principale et que j'ai envie de mettre en avant, en tout cas dans ce webinaire, parce que ça, la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer, en tout cas pas de sitôt, sur le terrain, dans vos négociations, dans vos différents échanges relationnels. Donc, ça veut dire que ces qualités, vous allez pouvoir les garder, les développer. Moi, je vous invite vraiment à développer, à surdévelopper cette partie-là pour faire la différence, car c'est l'objet aussi du webinaire, sur votre développement. Quand on fait une négociation, quelle que soit la négociation, qu'on soit sur du foncier, sur une négociation d'un marché, pourquoi pas en interne aussi, on a différentes étapes. Mais en tout cas, lors du développement foncier, on a 4 étapes principales qui sont la prise de contact. On a le rendez-vous R1, le rendez-vous découverte. On a le rendez-vous de négociation, bien entendu, et le closing. Voilà, donc quelquefois, ce n'est pas 4 rendez-vous, hein, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais en tout cas, il y a des étapes qui sont quand même assez clairement définies. Et par rapport à ces 4 étapes, je vais vous proposer 4 clés, justement, en rapport avec ces qualités, qui permettront de vraiment bien traiter chacune de ces étapes avec efficacité. On a vu les compétences métiers qui sont bien sûr indispensables, mais je reste persuadé que les qualités vont vraiment vous permettre de faire la différence dans votre développement. Alors, ces quatre piliers, c'est tout d'abord, et on va les détailler bien sûr après, l'écoute active, l'empathie. Hein. Alors, c'est des notions dont on parle beaucoup, mais, et on va échanger dessus, est-ce qu'elles sont vraiment mises en application? Et est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? L'intelligence émotionnelle et l'autonomie. Voilà. Donc, ces 4 clés, aujourd'hui, 4 piliers que je vais vous proposer, que je vais développer pour augmenter effectivement son capital qualité, j'ai envie de dire, et booster son développement. Alors, l'écoute active, c'est peut-être la principale des 4. On en parle beaucoup. Qu'est-ce que l'écoute active? Est-ce que je sais vraiment mettre en application cette notion d'écoute active? Est-ce que je me rends compte quand j'y suis? Est-ce que je me rends compte quand je n'y suis pas? Et c'est là-dessus qu'on va essayer peut-être de clarifier un petit peu les choses et en tout cas de fournir quelques clés pour s'entraîner là-dessus, car c'est certainement l'une des clés principales, notamment sur un rendez-vous découverte quand vous êtes en R1 avec un propriétaire, avec une municipalité ou autre, ou en B2B, hein, avec un partenaire professionnel aussi, comment je fais pour commuter sur une notion d'écoute active? Déjà, l'écoute active, c'est un travail de concentration. Comment je fais pour être concentré, être ici et maintenant avec mon interlocuteur et pas voilà, sur mon smartphone ou dans des pensées de la journée, du matin, de l'après-midi ou que sais-je. Donc ça, c'est l'outil principal, c'est la concentration. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'outils. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des partages à faire sur des outils ou si vous avez des questions, en tout cas, pour savoir quels sont les outils qui peuvent permettre à un moment de se recentrer et d'être en concentration totale. On peut faire le parallèle avec un sportif, sportif de haut niveau ou pas. D'ailleurs, voilà, si vous êtes sportif, avant, je ne sais pas, une course à pied, un trail ou autre,
peut-être que vous êtes dans votre bulle aussi, que vous remémorez le parcours, que vous essayez effectivement d'avoir un niveau mental, donc de pensée le plus bas possible, etc. Donc, c'est ça la concentration. C'est la clé principale pour être en écoute active. C'est aussi utiliser ces 5 sens, c'est-à-dire que comment je maintiens le contact visuel, un contact visuel approprié, bien sûr, avec mon interlocuteur, de manière à lui montrer que, effectivement, je suis avec lui, avec elle, ici et maintenant, dans le cadre de la discussion. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important. Le regard, la gestuelle aussi, hein, bien évidemment, la posture hein, que je vais avoir aussi quand je suis en rendez-vous, si je suis complètement avachi ou plutôt la cage thoracique ouverte et vraiment dans une notion d'écoute. C'est rester attentif au non-verbal aussi de mon interlocuteur, hein, le regard, ses gestes aussi. Qu'est-ce que je perçois à travers ce discours non-verbal, cette communication non-verbale? Voilà, est-ce que la personne est plutôt rétractée? Est-ce qu'elle est plutôt ouverte? Est-ce qu'elle a le regard fuyant? Est-ce que je perçois certaines émotions aussi justement dans son regard, dans sa gestuelle, dans sa posture? Donc c'est tout ça, l'écoute active. Et ça, j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Hein, ça ne s'apprend pas forcément dans un webinaire, mais en tout cas, ça passe forcément par la présence. Voilà, c'est comment je fais pour être vraiment présent dans mon rendez-vous et être pleinement avec mon interlocuteur. Ça sous-entend de ne pas être interrompu par son téléphone, par exemple. Hein, on met son téléphone sur silencieux, sauf si on attend une urgence, mais en tout cas, c'est aussi limiter les facteurs perturbants qui peuvent arriver pendant une négociation ou un rendez-vous. Si on est au bureau, c'est pareil. Comment je fais effectivement pour m'assurer que personne ne vienne interrompre effectivement cette discussion? C'est reformuler l'écoute active. Je reformule ce que je pense avoir compris de mon interlocuteur. Donc, reformuler peut-être d'une autre manière et sous forme d'une question fermée, donc oui, non, de mon interlocuteur pour être certain d'avoir bien compris. Et ça lui donne de l'importance aussi dans le fait de lui dire, voilà, je t'ai écouté, je t'ai compris, et le fait d'avoir reformulé te le démontre. C'est questionner de façon ouverte. Pour le coup, je fais un rendez-vous découverte, je questionne de façon ouverte, de manière à ce que la réponse, pour le coup, soit ouverte, ce ne soit pas oui ou non, mais oblige l'interlocuteur effectivement à étayer, à détailler ce qu'il a à nous dire. C'est ne pas interrompre. Voilà, ça on a tous un peu ce réflexe des fois d'interrompre. Non, non, on n'interrompt pas, on laisse des blancs s'il y a besoin, mais on laisse parler son interlocuteur. Il a sûrement plein de bonnes choses à nous dire et toutes ces choses vont venir étayer justement les futurs leviers de négociation que vous allez pouvoir mettre en place pour la phase de closing. Voilà, alors j'ai envie de vous poser une petite question dans le chat. Est-ce que vous pensez appliquer ces concepts, ces notions d'écoute active dans votre quotidien, dans vos négociations? Voilà, je ne sais pas si Laurence a peut-être des retours déjà sur le chat. Alors, on va effectivement leur laisser quelques secondes le temps de répondre à cette question. Voilà, donc pensez-vous appliquer donc une écoute active dans vos négociations? C'est vrai que c'est quelque chose qui peut se pratiquer dans tous les domaines de manière très, très efficace, mais auquel on ne pense pas forcément quand on est dans le jus, la tête dans le guidon, avec des échéances, des objectifs, etc., mais qui est quand même une notion très, très importante. Exactement, Mmh. exactement. Voilà, je ne sais pas si on a quelques retours ou si on passe et puis on en reparlera. Alors, on a un retour qui nous dit difficile à mettre en œuvre. Il faut Oui, s'entraîner. Je pense que oui. c'est une bonne Mais alors réflexion. complètement, je partage, c'est pas inné en fait, hein, l'écoute Ouais. active, ça c'est quelque chose dont déjà il faut avoir conscience et une fois que c'est le cas, comment je fais pour me mettre dans un état d'écoute actif Mmh, avant mmh. mon rendez-vous. Donc, mais c'est pas simple, mais là-dessus on a tous une capacité à le faire. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, merci Voilà. pour ce retour.
Donc, la deuxième notion, donc on a vu l'écoute active, hein, la notion d'empathie. Alors, c'est pareil, l'empathie, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on l'applique vraiment? Et en tout cas, c'est la puissance, j'ai envie de dire, de cet outil dans le cadre d'une négociation, d'un échange, c'est cette notion d'empathie. Alors, qu'est-ce que l'empathie? Donc là, on a une définition qui est plutôt orientée business, mais on est là pour ça ce matin. Donc, l'empathie consiste à être capable de se mettre à la place de son client, à saisir le ressenti de son expérience, cette phrase elle est importante, qu'il soit positif, neutre ou négatif. Hein, je me mets vraiment à la place de mon interlocuteur dans ses problématiques. Ça permet effectivement d'être dans le ressenti de ce que dans lequel va être mon interlocuteur et de comprendre ce qui est sous-jacent, de comprendre sa problématique. Et donc pour vous, de déceler des clés et des leviers de négociation pour pouvoir effectivement répondre à ses inquiétudes, à ces problématiques financières, à ces problématiques peut-être familiales aussi, qui peuvent être liées au financier. Hein. On n'est pas non plus là pour être psychologue ou autre, mais en tout cas, mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Ça permet de comprendre réellement quels sont ses besoins réels et ses intérêts. Quel intérêt il a, lui, aujourd'hui, à être en négociation avec vous? Pour comprendre ça, ses intérêts ne sont pas les vôtres. Donc, ça veut dire, ou rarement. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, comment je fais effectivement pour faire converger mes intérêts avec les siens? Mais pour ça, il faut effectivement faire preuve d'empathie pour bien comprendre quelles sont ces problématiques. C'est reconnaître, et là, peut-être que la personne qui nous a écrit sur le chat aurait la même réponse, parce que c'est compliqué, c'est reconnaître aussi l'état émotionnel dans lequel je suis, dans lequel est mon interlocuteur. Voilà, donc ça c'est compliqué, mais encore une fois, faites-vous confiance. Mais quelqu'un qui va être dans un état où vous ressentez de la colère chez votre interlocuteur, bon, ok, contact. Comment je fais Donc l'idée c'est de comprendre effectivement pourquoi cette personne est en colère à cet instant, dans le cadre de cette négociation. Pourquoi on sent que la personne est très rétractée et dans un état de peur? Ok, pourquoi? Et là, vous allez avoir un rôle effectivement de travailler avec l'état émotionnel de l'interlocuteur. Donc pour ça, il faut faire preuve d'empathie aussi, de manière à bien comprendre, encore une fois, quelles sont ces problématiques et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça puisse générer donc ces états émotionnels chez votre interlocuteur. Tout ça, ça permet d'augmenter ces leviers de négociation, bien sûr. Ça permet aussi de renforcer les relations à long terme. Hein, quand on est développeur, on a souvent des relations à long terme, voire à très long terme avec certains propriétaires, soit dans le cadre de négociation, soit dans le cadre de renégociation. Et pour ça, il faut poser les bases dès le début, d'avoir une relation saine avec son propriétaire, de confiance, c'est évident. Mais pour ça, ça passera forcément par l'écoute active et par l'empathie. L'empathie, c'est aussi un peu parler de cœur à cœur, hein, finalement. Hein. C'est-à-dire que voilà, on se dévoile un petit peu, quoi. Hein. On retire certains filtres qu'on peut avoir, notamment à travers ses émotions. Voilà. Donc, ça répond en partie à ce qui est l'empathie, mais très simplement, c'est je me mets à la place de mon interlocuteur dans ses problématiques, dans ses schémas de pensée aussi, peut-être dans son état émotionnel. Voilà. Donc, ça demande beaucoup d'efforts aussi d'entraînement, mais en tout cas, le résultat est hyper intéressant parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir un angle de vue complètement différent sur votre négociation et surtout sur la relation que vous allez avoir avec votre interlocuteur. Allez, donc on a vu l'écoute active, l'empathie. Ensuite, l'intelligence émotionnelle. Donc là, encore une notion un petit peu différente, mais vous commencez à voir, hein, toutes ces notions sont croisées, hein, malgré tout. C'est pas à chaque fois quatre piliers complètement différents. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, on est avant tout sur alors là, on travaille plus sur soi, on est sur la perception de soi, la conscience de soi dans ses pensées. Hein. Donc tout ça, c'est toujours en rapport avec une négociation. Dans quelle pensée je suis, dans quel schéma de pensée je suis avant ma négociation et pendant. Est-ce que ça me perturbe ou pas? Dans quelle émotion? Est-ce que j'arrive en colère parce que, je ne sais pas, j'ai eu un souci sur la route? À ce moment-là, c'est OK, je suis en colère. Comment je fais effectivement pour travailler dessus et arriver dans une bonne condition dans le cadre de ma négociation? Voilà, donc quand on parle d'intelligence émotionnelle, on est dans toutes ces notions de perception de soi,
de savoir influencer aussi ses paramètres. Donc, il y a énormément d'outils là-dessus. Évidemment, on n'a pas le temps de les balayer, mais en tout cas, soit dans les questions-réponses ou même après, ce sera avec plaisir de pouvoir délivrer certains outils qui permettent de travailler là-dessus. Travailler sur ses motivations, hein, il est évident. Quand on va en négociation, si on n'est pas motivé, si on ne croit pas à la négociation, j'ai envie de dire, il ne faut pas y aller. Ça ne sert à rien. Donc, comment je fais pour entretenir un niveau de motivation élevé dans mon métier, dans ce que je fais? Bah, c'est peut-être en donnant du sens, en ayant du sens en tout cas. Donc ça, c'est de votre responsabilité, c'est celle aussi de votre structure. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'à un moment, ok, ce que je fais, ça a du sens. Je vais loger des gens, je vais, voilà. Donc après, c'est donner de l'importance, de l'importance pas forcément, mais du sens et de l'intérêt à ce que je fais. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir gérer son stress aussi. Hein, ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver en rendez-vous très stressé parce que j'ai pas rempli mes objectifs et que bah, malheureusement l'heure tourne et il faut absolument voilà. Mais en fait, bon, ça ne marche pas. Donc, comment j'arrive à gérer mon stress dans le cadre de ma négociation pour être plus performant, toujours sur une phase de négociation ou de closing. Et une notion qui s'appelle la flexibilité cognitive qui permet une aptitude en fait de changer de perspective, d'angle de vue. Hein. Des fois, on part dans une direction de négociation, on ne s'en rend pas compte, fait qui n'est pas forcément la bonne, et puis on s'entête, on nous le dit, mais on s'entête. Donc, c'est cette capacité aussi, l'intelligence émotionnelle, à changer d'angle de vue, à changer de levier, de négociation, pour effectivement se donner davantage de chances d'aboutir à un accord commun entre, là en l'occurrence, un acheteur et un vendeur. Voilà, et le quatrième pilier, c'est l'autonomie. Hein, on est sur des métiers de développement où il faut de l'autonomie. De toute façon, ça ne peut passer que par l'autonomie. Donc attention, autonomie, indépendance, c'est pas du tout la même chose. L'indépendance, bah, c'est quelqu'un qui ne répond de rien ni de personne. Donc ça, warning, hein, effectivement, en tant que manager ou autre, bah non, on ne peut pas être indépendant quand on fait partie d'une structure, ça ne marche pas comme ça, ou alors on est indépendant tout court, mais on a quand même des comptes à rendre. Ou voilà, par contre, cultiver l'autonomie. Ça, c'est important. Donc, l'autonomie, c'est une autonomie de décision, par exemple, que va avoir le développeur. Il est seul sur le terrain, le développeur. Comme tout commercial, il est seul. Donc, ça veut dire qu'il lui faut de l'autonomie de décision. Il faut qu'il puisse agir sur son territoire de manière avec une certaine autonomie aussi, parce que sinon, ça ne marche pas si, dans le cadre d'une négociation, il faut sans cesse remonter au N+1. L'interlocuteur va dire, bah, attendez, à ce moment-là, envoyez-moi votre N+1. Voilà. Donc, il faut savoir représenter l'entreprise, il faut gagner la confiance pour être autonome. L'autonomie, ça se gagne. Et ça, effectivement, c'est en cultivant la confiance qu'on peut avoir cette autonomie. J'avance sur ce webinaire. Donc, on a vu effectivement les compétences, on a vu les qualités, l'environnement. L'environnement de travail, il est capital. L'environnement, bah, je viens d'en parler, c'est d'abord cultiver la confiance. Voilà. S'il n'y a pas de confiance, et j'ai envie de dire surtout au développement, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc la confiance, elle est bien sûr entre développeurs, elle est aussi entre le manager et ses développeurs. Donc elle est sur plusieurs niveaux, mais ça se détecte dès le recrutement, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il faut être très attentif effectivement à ce que cette notion de confiance puisse, en tout cas qu'on sente qu'elle puisse exister à travers la relation future qu'on va avoir avec la personne. En tout cas, c'est un ingrédient indispensable pour avoir de l'autonomie et tout simplement pour pouvoir bien fonctionner. De l'intégrité, c'est pareil, c'est hyper important, être intègre effectivement pour pouvoir gagner cette confiance. De l'accompagnement, bah, c'est pareil, l'environnement de l'accompagnement du manager sur les compétences métiers par les différents services, par des points hebdomadaires, par du management de minutes, hein, c'est-à-dire que voilà, le coup de téléphone, ça peut être on se voit, on se fait un Teams le matin, enfin voilà, vraiment de maintenir ce lien et l'accompagnement du développeur qui souvent est bien isolé sur son territoire et on ne se rend pas forcément compte. Donc ça, c'est important de l'entretenir et de le cultiver dans le cadre de l'environnement global. La formation, hein, bien sûr, il faut avoir une formation continue dans le service par des organismes type le Moniteur, en externe, par une veille notamment.
et bien sûr de définir des objectifs SMART. Hein, donc ça, vous l'avez déjà tous entendu au moins une fois dans votre vie, je pense, mais c'est tellement important. Un objectif SMART, c'est un objectif qui va être spécifique. Hein, le S, c'est spécifique. Le M, de mesurable. Le A, de atteignable. Le R, de réalisable. Et le T, de temporel. Donc, il faut qu'un objectif réponde à ces 5 items de manière à ce qu'il soit réalisable, en tout cas smart. Exemple, je vous demande de développer 50 logements répartis en 2 opérations sur le territoire de la Gironde avant le 31 décembre 2024 avec 50% de ventes en bloc dans le cadre de la commercialisation. Voilà, on est sur un objectif SMART qui va permettre, pas SMART, ce sera à la personne effectivement de voir aussi si c'est réalisable. Hein. Mais en tout cas, c'est spécifique, c'est mesurable, atteignable, donc ça c'est à discuter, et c'est temporel dans le sens où effectivement on définit une date. Voilà. Donc ça c'est l'environnement. Allez, on avance du coup un peu en guise de conclusion. Donc on a les qualités. Vous voyez, je les ai mis en grand là, parce que ces qualités-là, elles sont hyper importantes. Elles se développent, elles se cultivent. Donc ça là-dessus, j'ai envie de dire, développer vraiment, c'est du développement personnel, mais allez-y à fond, parce que là-dessus, vous ne pourrez pas être titillé, remplacé par l'intelligence artificielle, en tout cas pas tout de suite. Donc développez ça pour vraiment aller au-delà des compétences métiers et faire la différence dans votre développement. J'ai mis l'environnement. L'environnement, il est capital aussi. Là-dessus, vous avez des moyens d'agir sur votre environnement proche et puis aussi peut-être par des réunions de brainstorming ou de remise en question ou d'échange tout simplement dans vos structures pour effectivement que l'environnement soit propice à faire un bon développement immobilier. Et ça, je dirais que ça s'étend à toutes les fonctions commerciales qui sont très exigeantes et qui nécessitent des ingrédients de départ pour que les choses se passent bien. Et enfin, j'ai mis les compétences en plus petit pour plusieurs raisons. Déjà, on voit que l'intelligence artificielle arrive à grand renfort et que même dans le cas d'une prospection, pourquoi pas automatisée, on aura sûrement des très, 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 très bons résultats. Donc, ça veut dire qu'on remplace une partie de nos compétences sur des faisabilités, c'est pareil. Sur de la technique, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être automatisées et effectivement qui, dans le cadre de ces compétences, vont prendre un petit peu moins d'importance dans le cadre de votre développement. Et en plus, on sait qu'on a souvent des relais en interne et heureusement de services techniques, de services juridiques, etc., qui sont là à grand renfort pour nous aider dans notre tâche. Mais les qualités, vous êtes seul avec, c'est vous qui êtes sur le terrain. Ça, quand on est face à un propriétaire ou dans ce cas du négo, voilà, là, on est face à soi-même. Et donc ça, il faut le travailler plus que tout pour améliorer son développement. Et donc tout ça fait que ces 3 dimensions amène à avoir un bon développement. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair dans cet exposé. On va pouvoir passer sur la deuxième partie du coup de ce webinaire, donc avec des questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour qu'on puisse échanger sur cette notion de bien développer et puis d'évolution du métier aussi dans lequel on est. Ça va très vite et ça va encore s'accélérer. Voilà, la parole est à Merci vous. Je infiniment. vous laisse intervenir. Merci infiniment, Grégoire. Vous avez effectivement été très, très clair et vraiment cette intervention était très intéressante dans toute sa longueur. Alors, on a commencé Merci. effectivement par une question sur l'IA que vous avez posée aux différentes personnes qui nous suivent ce matin. Et on nous demande quelque part en quoi l'IA peut-elle m'aider dans mon travail de prospection. D'accord. Alors, il faut s'amuser un petit peu avec l'IA. Alors moi, je ne suis pas expert en IA aujourd'hui. Le cadre, il est vraiment de s'interroger, mais je l'utilise au quotidien malgré tout et je me forme vraiment là-dessus parce que j'y vois un intérêt. Alors, en quoi ça peut vous aider? Amusez-vous, par exemple, à mettre une page de PLU en PDF. Je parlais de cet exemple tout à l'heure, dans le chat GPT ou un autre, peu importe, et de lui demander, effectivement, en fonction de ce règlement de PLU, sur un terrain qui fait, je sais pas, 1000, 2000, 5000 mètres carrés, ce que je peux faire dessus, comme type de produit,
comme les droits à construire. Essayez vraiment de le questionner sur le nombre de bâtiments, la hauteur, voilà, de le faire réfléchir là-dessus. Vous allez être surpris du résultat et parce qu'il va vous amener des solutions. Alors après, bien sûr, il faut que vous gardiez votre œil d'expert sur ce que va vous fournir l'intelligence artificielle, toujours, hein, évidemment. C'est vous les experts, savoir effectivement si ça a du sens pour vous ou pas. Mais l'IA, plus elle est bien accompagnée, plus vous êtes précis dans votre cahier des charges, dans ce que vous allez lui demander, plus vous allez avoir une réponse qui va être précise aussi et en adéquation avec votre question. Donc, en quoi ça peut vous aider? Par exemple, pour une analyse de PLU, pour aller synthétiser, vous avez, je ne sais pas, un SCOT. Bon, certes, on n'y va pas tous les jours sur les SCOT. La barbe, hein, ça fait 500 pages. On n'a pas envie de tout regarder. Demandez-lui une synthèse. Demandez-lui une synthèse du document en 500, en 1000 mots, en 2 parties, en ce que vous voulez. L'IA va vous le faire et ça, pour le coup, de façon précise. Donc, pour de la synthèse, c'est hyper précis. J'imagine que demain, et peut-être même déjà aujourd'hui, s'il y a des partages d'expérience là-dessus, je suis preneur. On pourrait, par exemple, un outil comme Quel Foncier ou autre, le connecter à l'IA de manière effectivement à avoir une prospection encore plus précise pour croiser des données, pour faire ressortir effectivement des zonages à fort potentiel parce que il y a beaucoup de demandes aussi, c'est ça aujourd'hui, hein, la crise elle est commerciale, donc il y a beaucoup de demandes mais il n'y a pas d'offres, où j'ai des fortes différences entre le prix de l'ancien et le prix du neuf. Donc, c'est redonner une autre dimension à son développement aussi pour être encore plus précis et plus pertinent, voilà, dans son développement. Ouais. Non, mais c'est clair que, bon, alors moi, je suis pas non plus une spécialiste de l'IA, mais je l'utilise beaucoup dans mon métier. J'ai toujours effectivement cette notion d'entonnoir. C'est vrai qu'on part d'une question un petit peu ouverte parfois, et puis au fur et à mesure des réponses, on spécifie le besoin, etc. Et on arrive effectivement quand même à des réponses très, très précises quand on est au bout de l'entonnoir, quoi. C'est assez Tout à impressionnant. fait. Complètement. Et dans le cadre de réponse à concours, on peut aussi, bien sûr, se servir de l'IA, hein, pour des rédactions. Alors, c'est un peu dur à entendre, hein, mais l'IA rédige extrêmement bien. Donc, ça veut dire que, et encore une fois, on peut l'orienter aussi, on parlait d'émotion, on peut l'orienter sur un type d'émotion, hein. Amusez-vous à faire rédiger à l'IA un texte sur une thématique en mettant une touche d'humour. Bah, c'est pas déconnant, hein, ce qui Ouais. sort, c'est même plutôt pertinent. Donc, ça Mm. veut dire qu'on peut même l'orienter avec une coloration. Voilà. On peut l'adapter aussi. Bah, voilà, si je suis ingénieur, si je suis commercial, si je suis juriste, il va adapter aussi le type de langage sur lequel vous le questionnez. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être précis, effectivement, comme disait Laurence, dans la demande. Et après, c'est l'effet entonnoir. Et au résultat, on a quelque chose vraiment d'intéressant. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, vous avez effectivement beaucoup parlé dans les qualités, etc., de l'écoute active, et vous avez interrogé les personnes qui nous suivent ce matin sur les outils potentiellement que eux pouvaient utiliser. Alors aujourd'hui, enfin, on n'a pas eu de réponse à cette question, mais est-ce que vous avez des exemples d'outils à mettre en application pour être en écoute active, justement? Oui, alors encore une fois, il y en a beaucoup. Il faut trouver celui qui vous correspond, qui fait que vous puissiez aussi le mettre en place avant un rendez-vous, parce que l'idée c'est ça, c'est comment je commute. Je sors de la voiture, voilà, j'ai conduit, donc là j'étais Mm. vraiment logiquement concentré sur la route. Comment je commute, hein, comment je chante sur un mécanisme d'écoute active. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une transition. Déjà, il faut se dire, OK, je veux me recentrer effectivement sur ce rendez-vous. Et il faut des petits outils. Donc des petits outils, il y en a plein. Les plus connus, les plus simples à mettre en application, c'est des outils qui vont être centrés, effectivement, savoir se recentrer par la respiration. Il y a des outils comme la respiration en cohérence cardiaque, on en parle beaucoup, c'est la plus connue. Très bien, elle est efficace. Donc, c'est des outils où effectivement, je viens par la respiration, effectivement, influer sur mon état d'esprit, mon état émotionnel, mon niveau de pensée. Ça marche extrêmement bien, hein. C'est des techniques qui existent depuis des millénaires, donc il n'y a plus rien à démontrer là-dessus, mais qui permettent d'un coup, hop, je chante, je commute, je suis en écoute active parce que j'ai baissé mon niveau de pensée. Si j'étais en colère ou autre, c'est pareil, ça a permis d'apaiser les choses et ça me permet de me recentrer. En fait, c'est comment je me concentre. Comme je le disais, ça peut être comme avant une épreuve sportive, comme, je ne sais pas si vous faites Mm. du théâtre, avant une pièce de théâtre. Il y a plein d'outils, mais voilà, certains qui sont très simples.
C'est des petits outils de respiration. Vous allez trouver pléthore d'applications là-dessus ou de tutos sur YouTube ou autres. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, ça peut se faire, voilà, ça prend 2-3 minutes. Hein, c'est très rapide. Ça peut se faire discrètement aussi. Je suis en réunion, je suis avant, je suis pendant même. Voilà, je perds un peu pied. Pendant, comment je fais pour me recentrer? La respiration, on l'a toujours sur soi. C'est gratuit, c'est inépuisable. Et par contre, c'est ultra efficace. Voilà. Et j'ai Absolument. envie de Merci rajouter la posture aussi. Hein. La posture, d'avoir effectivement une posture assez ouverte. Hein. Ça permet bien sûr aussi de bien respirer parce que si je réduis mon volume effectivement au niveau de la cage thoracique, je vais faire des petites respirations. Autant vous dire que je vais accélérer mon rythme cardiaque, etc. Donc c'est aussi voilà, une posture ouverte, les épaules basses et je suis posé. Hein. On parle d'ancrage quand on fait du développement personnel, mais je suis beaucoup. ancré vraiment. Et ça, on est dans des postures et dans des états d'esprit et états émotionnels qui permettent de rentrer en écoute active. Voilà. On ne peut pas y être tout le temps en écoute active, hein. C'est pas vrai, mais on peut décider à certains moments de l'être et de se dire, OK, là, il faut que je sois vraiment, je fais un entretien individuel, c'est pareil, un entretien de fin d'année, je coupe le téléphone, je suis en écoute active. Voilà, c'est des choses, mais encore faut-il savoir comment le faire et avoir envie de le faire. C'est ça. Et puis de s'entraîner, comme on le disait tout à l'heure, Et parce s'entraîner, que c'est très pas clairement. inné. Voilà. Tout à fait. Et puis bah, on va peut-être prendre une dernière question. Alors vous avez bien expliqué la différence effectivement dans le développement entre l'autonomie et l'indépendance des développeurs. C'était effectivement le quatrième pilier que vous avez évoqué. Donc oui, indépendance, on a bien compris qu'en entreprise, en tout cas, c'était juste pas possible. Mais par contre, l'autonomie, quand même, est-ce qu'il n'y a pas des risques à donner trop d'autonomie aux personnes du terrain? Alors, moi, je dirais que non. À partir du moment où il y a une relation de confiance, c'est-à-dire que de toute Mhm. façon, l'ingrédient unique et enfin principal et unique, j'ai envie de dire, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, effectivement, avec ses développeurs, de toute façon, ça ne peut pas marcher, car on est sur des fonctions qui sont très autonomes. On est souvent éclaté sur le territoire. Donc, ça veut dire que l'ingrédient principal, c'est la confiance. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque, hein? C'est ça, Laurence? Oui, oui. Alors, le risque, moi, je dirais non, il n'y a pas de risque à partir du moment où il y a de la confiance. J'ai l'occasion d'intervenir aussi sur différentes écoles de commerce et on a une génération qui arrive et qui a besoin d'énormément d'autonomie. Ça, c'est clair et net. Donc, des gens à qui vous n'offrez pas, si vous êtes manager ou vous le serez demain peut-être, à qui vous n'offrez pas d'autonomie, ces gens ne resteront pas. Donc, il faut Mhm. pour ça leur offrir de l'autonomie, mais aussi de l'accompagnement. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'accompagnement. L'accompagnement, il peut être plusieurs fois par jour, il peut être au téléphone, il peut être en Teams, il peut être en management minutes, ça peut être un petit point. Voilà, il faut beaucoup d'accompagnement, mais l'autonomie, c'est l'ingrédient qui est indispensable. Il faut que le développeur soit autonome sur son territoire. Voilà, ça me Mhm. semble. Mais pour moi, c'est pas un risque, c'est plus une opportunité et même une notion indispensable pour permettre effectivement un bon développement. Eh bien, écoutez, Grégoire, nous arrivons au terme de cette intervention. Il me reste à vous remercier infiniment d'y avoir participé. Un immense Ben, merci à merci pour vous. l'ensemble de vos éclairages, de vos conseils. Et puis, bah, écoutez, bon appétit à tous. Ça ne va pas tarder. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Et je vous invite à venir suivre les, les formations animées par Grégoire à nos côtés. Nous Ben, en merci sommes Laurence. ravis. Merci beaucoup pour ce webinaire. J'étais ravi d'y Merci. participer et au plaisir pour d'autres thématiques. C'est bien noté. Allez, bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.